présente leçon, il sera question du simple pourcentage de variation, du rendement à rythme annualisé, du rendement des titres à dividendes, de la volatilité et de l'une de ses plus importantes mesures, le VIX. Nous discuterons également de l'effet de levier, de la vente à découvert et nous terminerons avec la puissance des intérêts composés que nous appelons aussi parfois les intérêts capitalisés. Commençons par le simple pourcentage de variation. Il permet d'estimer une vitesse en pourcentage. On l'obtient par la formule suivante. La valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale, le tout multiplié par 100. Et nous obtenons ainsi le pourcentage de variation dans le temps. Exemple, vous achetez une action à 12,50 $ et vous la revendez 2 semaines plus tard au prix de 13 $. Combien avez-vous fait en pourcentage? Alors, le calcul est le suivant. 13 $ moins 12,50 $, le tout divisé par 12,50 $ et multiplié par 100, ce qui donne 4% de variation en pourcentage, 4% ici de gain. Alors, vous avez fait ce rendement de 4% en 2 semaines. Il pourrait être intéressant de se poser la question suivante. À ce rythme-là, combien est-ce que vous feriez au bout d'une année complète? Alors, la formule pour annualiser un taux de croissance est la suivante. Entre parenthèses, 1 plus le pourcentage de variation obtenu, exposant n, ce qui est entre parenthèses et ensuite soustrait par 1, et le résultat est multiplié par 100 pour obtenir le pourcentage annualisé. Alors, pour notre exemple de 4% obtenu en 2 semaines, la période utilisée ici est hebdomadaire. Et comme on sait qu'il y a 52 semaines dans une année, on va trouver que la valeur de l'exposant n est égale à 26. On prend les 52 semaines et on divise par 2, qui est ici la mesure qui a été faite dans notre calcul initial. Alors, nous sommes maintenant prêts à faire le calcul. 1 plus notre taux de pourcentage obtenu, alors ce qui donne 1,04 exposant 26. Tout cela est soustrait par 1, multiplié par 100 et on obtient ainsi un taux de croissance annualisé de 177,2%. Maintenant, un mini-test pour vous. Vous achetez une action et la revendez 5 jours plus tard. Vous avez fait 1,25% de rendement pendant cette période. Quel est votre rendement à un rythme annualisé? Alors, vous cherchez la valeur de l'exposant n. Comme vous savez qu'il y a 365 jours dans une année, vous obtenez que 365 jours, 365 divisé par 5, ainsi votre exposant n est égal à 73 pour effectuer votre calcul. Et oui, vous avez trouvé que 1,25% de gain en 5 jours, ça donnait tout de même un rendement à rythme annualisé assez formidable de 147,6%. Alors, jetons maintenant un coup d'œil au rendement du dividende. On sait que cela représente un potentiel intéressant à plus long terme et notamment, j'aimerais qu'on puisse considérer ici la possibilité de conserver pour une longue période certaines actions d'entreprises qui ont tendance à voir les dividendes d'un point de vue historique
croître de façon assez régulière. Nous savons que pour obtenir le rendement du dividende, nous avons à procéder à un calcul assez rudimentaire, c'est-à-dire de prendre les dividendes versés dans une année et de diviser le montant total, ce montant total, par le cours de l'action. Évidemment, si on veut mettre le tout en pourcentage, on n'a qu'à multiplier cette proportion par 100. Pour les personnes intéressées à avoir un portefeuille axé sur la stratégie du revenu, il peut être intéressant de considérer que le simple fait de détenir un titre suffisamment longtemps peut impliquer des rendements en dividendes qui finissent par être élevés. Alors, ceci est vrai dans la mesure où, évidemment, l'entreprise fait régulièrement augmenter ses dividendes. Prenons un exemple concret. En l'an 2002, une personne achète une action de l'entreprise bien connue McDonald's. Alors, vous êtes d'accord pour dire que pas besoin d'être un génie de la finance pour acheter une telle action. Et à l'époque, la personne qui aurait acheté ce titre aurait pu payer au cours de l'année 18 $ pour cette action. Et le dividende, qui était de 24 sous par action par année, procurait donc un rendement équivalent à 1,3 %, ce qui est bien sûr plutôt modeste. Or, admettons que la personne soit patiente et ait très confiance dans cette entreprise et qu'elle décide de conserver ce titre en considérant que l'entreprise devrait augmenter ses dividendes dans le futur. Eh bien, 15 ans plus tard, la personne qui aurait conservé son action obtiendra un dividende de 3,83 $ et considérant le prix initialement payé en 2002, 18 $, eh bien ça correspond à un rendement de 21,2 % par année. Alors, sélectionner les bonnes entreprises, prendre les bonnes décisions et débuter tôt sa carrière d'investisseur permet d'obtenir des rendements intéressants par la suite. Il s'agit d'être patient et de sélectionner les bonnes entreprises. Peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais encore là, ce n'est quand même pas une mission impossible. La volatilité implique des fluctuations importantes du cours d'un actif. Elle implique un risque plus élevé pour l'investisseur. Plus de volatilité représente une occasion accrue de faire des gains, mais cela est aussi un risque plus élevé de faire des pertes. En guise d'exemple, prenons l'action de Dollarama à l'ouverture au 1er février 2016. Cette action se transigeait 75,17 $ à la fermeture la veille et nous pouvons constater qu'elle avait précédemment, la journée précédente, augmenté de 2,55 %, ce qui représente une fluctuation tout de même importante. Mais plus intéressant encore sont les prix affichés au cours des 52 semaines précédentes. Ceux-ci avaient fluctué entre 59,55 $ et 93,905 $. De cette fourchette, il eût été possible d'acheter le titre à un prix avoisinant les 60 $ pour revendre à un près de 90 $. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire, mais tout de même, la volatilité du titre aurait pu permettre à un investisseur d'obtenir de telles performances. Lorsqu'il est question de la volatilité dans son ensemble, le VIX est probablement l'indice le plus connu. Il mesure la volatilité de l'indice boursier Standard & Poor's 500 et il s'obtient par un calcul assez complexe lié à l'évolution du prix des options. Dans un certain sens, le VIX nous permet de mesurer le sentiment général des marchés, si on peut s'exprimer ainsi, et on qualifie parfois le VIX d'indice de la peur. Son surnom est l'indice de la peur, le Fear Index. Lorsque le VIX est à la hausse, on considère généralement que les marchés s'inquiètent, alors que lorsque le VIX est à la baisse, la confiance est de retour. Donc la relation entre le VIX et l'indice boursier
du Standard & Poor's 500 est inverse, elle est négative. Cela signifie qu'une appréciation du VIX indique une baisse du cours des actions et lorsque le VIX diminue en valeur, les actions ont tendance à s'apprécier. Pour certains, lorsque le VIX est à son sommet, c'est le moment d'acheter des actions puisque leur cours est au plus bas. Alors, si vous étiez devin et que vous saviez que le VIX est à son sommet, stratégiquement, il pourrait être intéressant de vous procurer des actions du Standard & Poor's 500. Bien connu dans le monde de la finance, le levier est une façon d'obtenir des rendements accrus par le biais d'un plus grand endettement. Pour qu'il y ait levier, il faut que le rendement du placement, de votre placement, soit plus élevé que le taux de l'emprunt. Par exemple, si vous empruntez à un taux d'intérêt de 5 %, mais que votre placement vous permet d'obtenir un gain de 6 %, on peut considérer qu'il y a levier. Vous avez été capable d'obtenir un rendement à partir d'aucune mise en capital, uniquement basé sur la confiance que le créancier a à votre égard. Jetons un coup d'œil à cet effet de levier. Supposons que vous faites 1 000 $ à partir de vos économies de 10 000 $. Votre rendement est ainsi de 10 %. Pour obtenir ce rendement, vous avez dû utiliser la totalité de votre 10 000 $. Si au lieu de cela, vous aviez plutôt emprunté 9 000 $ pour n'ajouter que 1 000 $ de votre propre argent, votre rendement aurait été nettement plus élevé sur le montant investi. En fait, ce 1 000 $ investi vous aurait permis d'obtenir un rendement incroyable de 100 %. 1 000 $ investis pour un gain final de 1 000 $ donne un rendement de 100 %. Le levier est un outil intéressant, mais lorsqu'utilisé de façon excessive, il peut occasionner des risques importants pour un investisseur, mais également pour l'économie dans son ensemble. Nous reviendrons sur cette intéressante question lorsque nous discuterons des crises financières et économiques passées. La vente à découvert, en anglais short selling. Il s'agit d'un type de transaction qui permettrait aux investisseurs qui croient à une chute éventuelle ou prochaine des cours boursiers ou du cours d'une action spécifique de parvenir néanmoins à faire des gains. La vente à découvert est une transaction donc faite par celui qui anticipe une baisse prochaine du cours d'un titre. On procède à la vente d'un titre que l'on ne possède pas encore. Pour procéder à une vente à découvert sur un titre, il faut vendre celui-ci avant de l'avoir acheté. Mais comment pourrait-on vendre quelque chose que l'on ne possède pas? La petite histoire qui suit devrait nous aider à comprendre le mécanisme lié à la vente à découvert. Gaspard regarde son gentil voisin qui aime faire des promenades de bicyclette. Or, un jour, il lui demande « Dis, je peux t'emprunter ta bicyclette? » « Bien sûr, tu me la remettras bientôt. » Et il se promène ainsi sur sa bicyclette empruntée. Je t'achète ça pour 100 $. Je t'achète ça pour 100 $ que je te dis. Tu comprends-tu? Tu m'écoutes pas, toi? Gaspard prend ce 100 $ et espère pouvoir aller acheter une bicyclette similaire subséquemment au magasin général pour 80 $. Après avoir réalisé ainsi un gain en capital, il a vendu la bicyclette 100 $ et l'a achetée pour 80 $.
il ira remettre à son gentil voisin la bicyclette. Alors ici, Gaspard représente le vendeur à découvert, le voisin représente la maison de courtage qui lui a prêté le titre, la bicyclette symbolise l'action sur laquelle la vente à découvert s'effectue et le moustachu représente le marché, ceux qui ont acheté au vendeur à découvert les titres. Évidemment, pour Gaspard, l'histoire se termine bien puisqu'effectivement, il a pu acheter la bicyclette à moindre prix que ce qu'il avait vendu. Or, le danger ici, c'est que le prix de la bicyclette aurait plutôt pu s'apprécier en haut de 100 $ et Gaspard aurait été tenu d'acheter ce titre à un prix plus élevé. Or, comme il n'y a pas théoriquement de limite à la hausse du prix d'une action, la vente à découvert représente une transaction très risquée puisque le vendeur à découvert pourrait être tenu d'acheter un titre à prix très élevé. En fait, à un prix beaucoup plus élevé que le montant de sa vente. Et il aurait fait une perte en capital. Tout de même intéressant de savoir qu'il existe des possibilités de faire des gains dans un contexte généralisé de perte. Tel que l'affirme l'investisseur Stefan Jarislavski dans la jungle du placement, commencer tôt à investir peut être très intéressant étant donné cette notion d'intérêt capitalisé. L'idée est la suivante. Tous les rendements obtenus, que ce soit des paiements d'intérêt ou des paiements de dividendes, sont rajoutés aux magots existants et les prochains dividendes ou prochains intérêts seront ainsi plus élevés, puisqu'ils seront calculés sur la base d'un montant en capital augmenté. Pour mieux comprendre cette notion d'intérêt capitalisé, présentons ici la notion de valeur présente et valeur future. En général, les gens sont plus familiers avec la notion de valeur future, c'est-à-dire que nous prenons un montant présent et nous calculons l'impact sur cet actif de tous les versements d'intérêts ou de dividendes qui se rajouteront au capital. Partir d'un montant futur pour extrapoler la valeur présente est un concept moins connu. Alors, présentons ces notions maintenant avec plus de détails. Donc, nous avons un montant et nous cherchons à connaître la valeur future de ce montant. Alors, voici la formule qui va vous permettre d'obtenir le résultat. Vous prenez le montant en valeur présente et vous multipliez par 1 plus I exposant N, où I représente ici ce que l'on appelle le taux d'actualisation et N représente le nombre de paiements futurs. Donc, voici un exemple illustratif. Vous placez 1 000 $ à un taux d'intérêt de 3 %. Si les versements sont annuels, combien aurez-vous dans 5 ans? Alors, le calcul à effectuer est le suivant. Vous prenez la valeur présente de 1 000 $, vous multipliez par 1,03. L'exposant est 5 puisqu'il y aura 5 versements. Vous obtenez ainsi une réponse de 1 159,27 $. Voici une autre question. Vous placez 1 000 $ à un taux d'intérêt de 3 %. Si les intérêts sont versés mensuellement, combien aurez-vous dans 5 ans? Alors, il est important ici de tenir compte du fait que les intérêts sont composés à chaque mois. Donc, le montant d'intérêt de 3 %
devra être divisé par 12. Donc, il faudra, dans la formule, diviser le petit i par 12. Et comme il n'y aura pas seulement 5 versements, mais bien 5 années fois 12 mois, donc 60 versements, l'exposant devra être de 60 pour effectuer le calcul convenablement. Donc, en effectuant ce calcul convenablement, nous avons le résultat 1000 $ multiplié par 1,0025 exposant 60, ce qui donne 1161,62 $. Et vous voyez que ce montant est plus élevé que le montant où les intérêts étaient capitalisés seulement une fois par année. Bien sûr, plus les intérêts sont capitalisés régulièrement, plus le magot sur lequel le calcul s'effectuera sera important. Donc ça, c'est une notion importante. On doit toujours préférer au même montant d'intérêt des versements qui sont composés plus régulièrement. À la limite, un intérêt composé quotidiennement, un même intérêt, serait encore plus payant. Pour montrer la pertinence de cette notion d'intérêt capitalisé, prenons cet exemple. Patrick, Patricia, c'est peut-être vous, investit une seule fois 10 000 $ à l'âge de 20 ans. Alors que Zinc, lui, attend d'avoir 40 ans pour investir, attention, 3 fois le montant que Pat avait placé à 20 ans. Eh bien, combien chacun aura accumulé à 60 ans en considérant un taux d'intérêt ou un taux de rendement, un taux d'actualisation de 8 % versé une fois par année. Alors, effectuez ce calcul. Alors, regardez ici la puissance des intérêts capitalisés. Pat aura, si j'arrondis, on laisse faire les cents, 217 245 lorsqu'il aura 60 ans, et ceci pour n'avoir qu'investi une seule fois 10 000 $ lorsqu'il avait 20 ans. Alors que Zinc, qui aura investi 3 fois plus que Pat, mais à l'âge de 40 ans, 30 000 $, n'obtiendra que 139 829, ce qui n'est quand même pas des peanuts non plus, mais il aura obtenu beaucoup moins. Alors, vous voyez l'importance de commencer tôt, tel que le suggère le financier Stefan Jarislavski. Commencer tôt, ça permet d'obtenir des rendements capitalisés beaucoup plus imposants avec le temps. Donc, vous voyez aussi comment la formule a été utilisée. Le montant initial, 10 000 $ pour Pat, le montant initial à la valeur présente de 30 000 $ pour Zinc, l'exposant 0,8 qui 1,08 ici, c'est 1 plus le taux d'actualisation, le taux d'intérêt, ça donne 1,08, exposant 40 puisqu'il y a 40 années entre l'âge de 20 ans et 60 ans pour Pat, et exposant 20 pour Zinc, puisqu'il n'y a que 20 années avant qu'il atteigne l'âge de 60 ans. Donc, commencer tôt, je le répète, c'est pertinent. Enfin, l'idée de prendre un montant que nous recevrons, que nous aurons dans le futur et tenter d'en estimer la valeur présente est une opération mentale avec laquelle nous sommes moins familiers. Quoique nous avons déjà commencé l'exercice lorsque nous avons calculé le prix d'une obligation sur le marché secondaire, nous faisions à ce moment-là ces calculs. Alors, dans le cercle, vous voyez la formule. Pour obtenir la valeur présente d'un montant futur, vous prenez la valeur future et vous divisez par 1 plus I étant le taux d'intérêt ou le taux d'actualisation, exposant N, et vous obtiendrez ainsi la valeur présente